BFM Business, l'émission qui donne envie d'entreprendre, l'entreprise BFM avec les éco-entrepreneurs. Philippe Bloch et Arnaud Le Gall. Deuxième partie d'émission, toujours bien sûr en compagnie d'Arnaud, de Thibaut Jousier avec les news dans un instant. Vous le savez, chaque semaine en deuxième partie d'émission dans Entreprises et Capital, on essaie de vous raconter comment le capital investissement français accompagne la croissance des entreprises françaises, comment ça fonctionne, avec bien évidemment un couple entrepreneur-investisseur, un investisseur qui nous raconte un peu son parcours et les caractéristiques de son fonds, et puis bien évidemment aussi un mode d'emploi façon Woody Allen, tout ce que vous avez toujours voulu savoir pour lever des fonds en dernière partie d'émission. BFM Business, l'entreprise BFM. Entreprise et capital. Première partie de cette deuxième demi-heure, bien sûr avec vous Thibaut Jousier, bonjour. Bonjour Philippe. Les news du capital investissement, qu'est-ce qui se passe sur la planète private equity cette semaine ? Alors cette semaine, bien sûr, on va parler de Frishti. Ah oui, on va beaucoup dans le food, on va dans la food tech là. Ah exactement, Frishti, c'est 30 millions d'euros. Oui, grosse levée. Grosse levée de fonds, sans oublier bien sûr les 13 millions qui ont déjà été levés par Frishti, ce qui est plutôt pas mal pour une société qui n'existait pas il y a 2 ans. Alors avec cette levée de fonds, il y a maintenant 2 nouveaux fonds qui entrent au capital, le britannique Felix Capital et le belge Verlinvest, mais aucun des fonds n'est majoritaire au capital de Frishti et aucun n'a la minorité de blocage. C'est ce que précise le fondateur de Frishti, Quentin Vacher. Il faut dire que Frishti a de grandes ambitions, mais qu'est-ce qu'ils vont se faire ? Quels sont les objectifs ? Parce qu'on sait qu'ils veulent être le leader de ce marché, je le rappelle, de la livraison de plats cuisinés livrés à domicile. C'est ça. D'abord, c'est l'Europe, forcément. La Grande-Bretagne, la Belgique, la Suisse, et puis après d'autres villes, peut-être Londres. Un autre objectif, bien sûr, c'est d'élargir la gamme de produits vendus. Aujourd'hui, c'est eux qui font tout. Ils construisent, laboratoire central, absolument. Ils livrent, voilà. Et petit à petit, ils veulent un peu vendre d'autres produits sous d'autres marques qui font vraiment un tout petit peu en ce moment, mais qui veulent développer. 30 millions, on peut quand même faire des choses. Oui, il se passe aussi des choses chez Big Fernand, dont on parle beaucoup, le fameux hamburger qui lui passe au pavillon britannique. Et oui, et c'est le fonds Blue Gem qui va injecter entre 7 et 10 millions d'euros dans Big Fernand, une opération qui correspond environ à 80% du capital de Big Fernand. Depuis le lancement du premier restaurant pour Big Fernand, il y a à peu près 5 ans, ils ont misé sur l'autofinancement, ils ont misé aussi sur une levée de fonds de 1,5 million d'euros et sur la franchise pour se développer. Qu'est-ce que ça donne ? Résultat, 18 millions d'euros de chiffre d'affaires, 50 si on compte le réseau total des franchisés. C'est bien, mais pas suffisant, puisque l'entreprise a dû se vendre au plus offrant pour assurer son développement. J'imagine que du coup, ils vont vraiment s'attaquer à l'international ? Là, c'est surtout vraiment le cœur de ce que veut faire Big Fernand, se concentrer sur l'Europe, la Grande-Bretagne, la Belgique, la Suisse. Une 50aine d'ouvertures de restaurants sont prévues d'ici à la fin de l'année. En France, pour l'instant, ils ont 36 restaurants et ils veulent en ouvrir une quinzaine uniquement en France d'ici à la fin de l'année. Et on sent quand même une petite pointe d'amertume chez son fondateur. Dites-nous pourquoi. Qui regrette un peu de s'être lancé au final en France et pas en Grande-Bretagne. Il se dit qu'avec la dynamique des fonds en Grande-Bretagne, il aurait peut-être pu un peu mieux réussir. Il dit avec un 4 ou 5 fois plus de chiffre d'affaires, l'histoire aurait été différente. Ça, c'était avant cette émission, qui maintenant rétablit complètement la vérité sur le dynamisme des fonds de capital investissement. Autre événement chez Stanley Robotics, qui lui boucle un tour de table de 3,6 millions d'euros. Et oui, eux, ils proposent en fait des solutions pour gérer un peu les parkings des aéroports, pour voir un peu comment ça marche. Vous allez à l'aéroport, vous garez votre voiture dans un endroit dédié. Ils sont à Roissy depuis le début de l'année. Et après, c'est un robot qui s'occupe de tout seul garer la voiture. Vous allez me dire, mais bon, qu'est-ce que ça change ? Oui. Et au final, j'allais vous le dire. Voilà. Au final, c'est que le robot, il va coller beaucoup plus les voitures. Pas besoin d'ouvrir les portes, parce qu'il y a personne dedans. Et il peut les mettre dans les allées. La start-up, donc Stanley, dit que 50% de plus, sans jamais faire d'espace en plus, 50% mieux géré avec les solutions de Stanley. Donc avec la première levée de fonds, ils veulent doubler leurs effectifs, 50 collaborateurs, et puis les premiers pas à l'étranger, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Asie, toutes les zones où le trafic aérien va se développer dans les années à venir. Affaire à suivre, mesdames et messieurs, les grands voyageurs aéroportuaires. C'est la fin de cette première partie, les news du capital investissement. On vous retrouvera bien sûr Thibaut la semaine prochaine pour de nouvelles infos sur le private equity. BFM Business, l'entreprise BFM. Mon investisseur et moi. Une nouvelle rencontre, un nouveau couple cette semaine avec Jérôme Foll, le directeur général d'Innovacom, qui vient accompagner de son poulain dans lequel il a mis quelques économies, Fred Rivard, le CEO de MicroEdge, et c'est vous Arnaud qui nous présentez l'un et l'autre. Effectivement, mon cher Philippe, notre binôme de la semaine est donc composé côté entrepreneur du CEO de MicroEdge. Alors c'est une pépite technologique lancée il y a 7 ans et dont le domaine d'expertise, pour faire très court, est la digitalisation des objets du quotidien. Alors aussi bien dans le domaine du B2B que
du B2C, ça va de l'habitat à l'industrie, à la santé ou à l'énergie. Une entreprise innovante, ô combien, il faut dire que le CEO a par ailleurs un PhD, donc ça détermine le code génétique de cette entreprise extrêmement innovante, qui travaille par ailleurs pour de grands noms de la tech, pour de grandes entreprises, auxquelles, pour faire très court, vous me permettrez ce raccourci, vous concédez en gros l'exploitation des brevets notamment que vous développez. C'est une entreprise en phase intensive d'internationalisation également, et son investisseur, il a lui aussi en fin de compte l'innovation chevillée au corps, puisqu'il s'agit d'Innovacom. Alors c'est un fer de lance du capital innovation en France depuis bientôt 30 ans, sur la ligne de front notamment de la transition numérique, avant même que le concept n'ait été popularisé. Innovacom, depuis 1988, c'est la bagatelle de 1 milliard d'euros investis, c'est plus de 300 startups ou scale-up qui ont été soutenues, et 20 introductions en bourse, ou encore 150 sorties industrielles, excusez du peu. Merci Arnaud, bonjour à tous les deux. Bonjour Si Philippe. vous m'y autorisez, Jérôme, on démarre avec Fred, son aventure. Elle a démarré quand? C'était votre première aventure d'entrepreneur ou bien vous êtes un serial entrepreneur déjà? C'est votre première émission de télé, mais c'est peut-être pas votre première entreprise. Racontez-moi. Si, c'est la première entreprise que je monte. À quel âge? Alors j'ai dépassé la quarantaine. Pour la création? Non, pour moi. Ah, bah ça, je m'en fous. À quel âge avez-vous créé votre première entreprise? Et donc j'ai un parcours, effectivement, donc j'ai un doctorat. De donc scientifique, oui. Voilà, donc j'ai contribué à doter les outils, doter d'outils les entreprises comme IBM. En fait, je travaillais pour IBM. Ah, vous étiez salarié chez IBM? Oui, Ouais. en Amérique du Nord. D'accord. Où on a créé la technologie Java Bien pour sûr. IBM. Voilà. En quelle année? C'était... Dans les années 2000. D'accord. Donc une grosse partie des ingénieurs qui utilisent ce genre de technologie, à la fois dans le web ou même D'accord. dans les outils plus classiques. Alors d'où est venue l'envie d'entreprendre quand on est sur ce type de parcours? Alors, j'allais dire, à un moment donné, à travers IBM, j'avais vu qu'il était possible d'attaquer le marché de ce qu'on appelle les petits objets, les objets communicants. À l'époque, on appelait pas ça Connecté encore, oui. pas connectés, mais il y avait déjà des objets communicants. Oui. Et IBM était une entreprise qui était essentiellement vers les serveurs et les gros centres. Donc je me suis dit, voilà, on va aller vers ça, sachant qu'au sein d'IBM, je voyais passer des gens comme l'automobile, le médical. J'avais notamment réalisé les premières couches de virtualisation sur le Palm Pilot. Ah oui, À l'époque, Palm vous voyez, Pilot. avant qu'il y ait On les- l'a oublié, le Palm Pilot, Voilà, mais c'était les premiers- vraie rupture. Exactement. Ouais. Je me suis dit, tiens, on va pouvoir emmener ce genre de choses sur l'ensemble des objets du quotidien. Vraie vision. Donc le l'ensemble des petites puces électroniques qui, elles, n'ont pas les bons outils pour pouvoir faire du logiciel. Oui, parce qu'on s'en rend compte là maintenant, mais en toute discrétion, on a là un pionnier de l'Internet des objets, Bien quelqu'un sûr. qui a vu ce qui allait se passer bien avant qu'effectivement tout ça n'émerge et ne devienne très très à la mode. Et en quelle année, Fred, démarre votre aventure Alors, personnel entrepreneur à ce moment-là? Voilà, donc j'allais dire la vision, il y a une antécréation, etc. Mais là, le vrai démarrage, c'est en 2010, avec l'arrivée d'Innovacom. Vous créez avant l'arrivée. Vous créez Oui. ensemble avec Jérôme Non, ou bien bah, non, vous démarrez, vous allez voir Innovacom après, L'entreprise s'est d'accord. créée un petit peu avant. D'accord. Et nous avons, j'allais dire, un premier fabricant de puces électroniques qui s'appelle ST Microélectronique, Bien sûr. le champion français, Oui. qui nous repère et qui nous demande de faire un premier produit standard pour pouvoir accélérer la mise en œuvre d'innovations matérielles et logicielles, donc pour pouvoir mettre du logiciel rapidement sur une puce électronique. D'accord. Quand je dis rapidement, c'est qu'on divise presque par 2, voire 3, le coût pour pouvoir mettre un logiciel sur une puce électronique, ce qui permet effectivement à l'ensemble de l'industrie d'aller plus vite sur Bien le sûr. marché, de mettre plus d'innovation sur le marché. Voilà. Alors Jérôme, à quel moment se fait la rencontre et qu'est-ce qui vous séduit dans l'aventure? Plusieurs choses nous séduisent. La rencontre se fait en... Déjà l'homme, j'imagine. L'homme, c'est toujours une histoire d'homme, les investissements. Ça, c'est ce qu'on répète effectivement d'émission en émission. Oui, mais c'est effectivement vrai. Je continue à vous le confirmer. Et au-delà de l'homme, c'est effectivement la vision et la capacité en fait à matérialiser la vision qu'il avait, de dire que tous les objets du quotidien, il va falloir à un moment donné les rendre intelligents. Et ça ne pourra pas se faire sur des puces chères, coûteuses en puissance de calcul, en énergie, mais sur des petits microcontrôleurs qui ne valent pas très cher, sur lesquels on ne peut pas forcément mettre facilement beaucoup de logiciels. Et donc, Fred nous a expliqué, et on a compris, on a regardé un peu techniquement. Vous observiez ce marché à ce moment-là ou pas oui. On observait ce marché, on voyait apparaître effectivement la digitalisation de l'économie,
Et on a cherché à impacter ce monde-là de façon profonde. Pas simplement par un nouvel objet ou un nouveau service, mais vraiment à parler dans les couches basses qui nous semblaient vraiment beaucoup plus porteuses à venir et surtout en termes de volume derrière. C'est ça qui vous a convaincu à l'époque, parce qu'aujourd'hui, le fait qu'on retrouve de l'Internet, que la plupart des objets de notre quotidien soient connectés ou aient vocation à l'être, tout le monde l'a compris. On était à cette époque-là, on était en 2010, époque à laquelle, pour beaucoup, ça allait être du gadget. Qu'est-ce qui vous a convaincu, effectivement? Qu'est-ce qui vous a amené à vous dire, le docteur Fred Rivard, il tient quelque chose qui est sans doute un peu plus sérieux qu'un certain nombre de ses homologues? C'est d'abord qu'il avait une technologie vraiment de rupture, qui était capable d'aller implanter effectivement du logiciel de très très haut niveau dans des puces très peu intelligentes, finalement, très peu capables en matière de mémoire et de puissance de calcul. Donc on s'est dit là, il y a vraiment quelque chose de nouveau et que ça va impacter profondément l'ensemble du secteur et pas simplement un micro-secteur qui peut paraître gadget à un moment donné, qui peut être à la mode à un moment donné et plus l'être l'année d'après. Là, on s'est dit, là, on a une lame de fond et la technologie que Fred a développée va être capable de supporter cette lame de fond des objets communicants, des objets intelligents. D'aspect d'investissement entre vous quand cette rencontre se fait, sur quelle base il fait déjà du chiffre d'affaires? Il a besoin de quoi? De combien? Est-ce qu'on peut révéler ces chiffres en termes financiers, non pas forcément les secrets, mais on comprenne à quel moment une entreprise comme la vôtre peut aller voir un fonds comme le vôtre pour finalement assurer sa croissance et son développement. Alors, on est assez précautionneux sur la dépense de l'argent. Globalement, que les investisseurs apprécient. Je vois Jérôme qui approuve. Oui, c'est très bien. Je dirais, globalement, on a dépensé à peu près 20 millions d'euros en R&D et on a levé à peu près 5. Donc entre les deux, on a eu pas mal de clients qui nous ont effectivement accompagnés dans le développement de l'entreprise. Donc des grands comptes qui nous ont... qui étaient du vrai business du coup. Qui étaient du vrai business, qui nous ont aidés effectivement à stabiliser cette plateforme, cette vision qu'on avait sur différents marchés. Les marchés du smart home, de l'énergie, donc les metteurs, les compteurs intelligents, le médical, enfin plurisectoriel. Et à partir de là, on a eu effectivement ST Microelectronics et notamment d'autres, comme Renesas, comme NXP, donc les numéro 1, numéro 2, numéro 3 mondiaux des petites puces électroniques qui nous ont dit « Ok, grâce à toi, on va pouvoir mettre de l'appareil électronique très rapidement, de l'innovation matérielle et des objets du quotidien très rapidement sur les marchés. » Et donc, je me suis retrouvé devant une difficulté qui était de dire « Ok, il va falloir que j'embauche des gens et que j'adresse le marché de manière mondiale. » Et donc là, à ce moment-là, je vais vous poser la question. Du coup, je me suis tourné vers l'investisseur Innovacom pour créer cette entreprise. Voilà. Donc, on a fait ça par étapes. Et j'allais dire, Innovacom m'a aidé. Chaque année, on a un objectif de structuration de l'entreprise. Parce que j'étais assez jeune, j'allais dire. Juste pour mémoire, mais Jérôme, corrigez-moi ou pas, mais c'est quand même très rare qu'on arrive à faire, en fait, avec 5 millions de levées, 15 millions de recettes sur des business aussi innovants rapidement. C'est assez atypique ou c'est fréquent dans ce type d'activité? Oui, c'est assez atypique quand c'est très technologique, très consommateur de ressources. Oui, mais que le vrai business avec des vrais clients finance une grande partie finalement du développement, c'est quand même assez extraordinaire. Oui, il y a eu un partenariat, c'est à ce moment-là qu'on est rentré dans l'entreprise, un partenariat avec ST Microelectronics, comme a dit Fred, et nous on est rentré pour effectivement aider l'entreprise à aller chercher des partenariats à l'international, en Amérique du Nord, en Asie. Avec vos propres réseaux, vos réseaux ont aidé là-dessus justement? Nos réseaux ont un petit peu aidé, mais c'est surtout l'équipe qui a fait son travail avec notre soutien derrière. Pour bien comprendre le modèle, c'est pas simplement de rester caché dans les couches basses effectivement de ces nouveaux systèmes, mais c'est peut-être aussi de s'affirmer à la manière d'un Intel, c'est-à-dire de devenir un peu un incontournable. La manière d'Intel, notre exemple, c'est plutôt Android. Si vous regardez... Powered by Android. Powered by MicroEdge ou Powered by Android. Si vous regardez l'industrie du smartphone, par exemple, elle n'existe que parce que mettre une application sur un smartphone, qui est un appareil électronique qui est assez complexe, cette chose-là est simple. Quasiment tout le monde peut fabriquer une petite application, la mettre sur un smartphone. On a pris exactement ce concept-là et on ne l'applique pas, entre guillemets, à la niche des smartphones d'1,5 milliard d'appareils, mais à l'autre niche un peu plus grosse, 15 milliards d'appareils. Il y a à peu près 15 milliards d'appareils à programmer par an. Ces appareils-là, si on les programme à la manière d'avant, on ne va pas y arriver. Et donc, nous, on propose une structuration très simple, du matériel avec de l'innovation matérielle, une couche applicative qui s'appelle MicroEdge et du logiciel métier très rapidement mis en œuvre pour pouvoir faire des thermostats, piloter des maisons intelligentes, etc. Et en France, par exemple, il y a déjà plus de 2 millions d'appareils qui tournent, qui sont powered by MicroEdge.
Et si on compte les objets qui sont en cours de production, donc des clients qu'on a déjà gagnés et qui fabriquent par exemple des thermostats intelligents, des choses médicales intelligentes, par exemple pour tester le sang, on est déjà à plus de 25 à 30 millions d'appareils. Alors, Jérôme, vous voyez effectivement sourire. C'est très bien d'avoir comme ça un poulain qui n'a pas peur de rêver en grand et même là en très très grand. Les prochaines étapes, c'est quoi ? Les prochaines étapes, ça va être de continuer à financer la croissance ou de trouver des partenariats industriels, parce que là, avec les chiffres qui viennent d'être cités, on voit bien qu'on est dans Il la faut phase... produire maintenant. Il faut produire, il effectivement. faut produire de façon exponentielle. On est vraiment dans cette phase que tout le monde cherche, tous les investisseurs recherchent. C'est le moment où l'entreprise atteint un point d'inflexion. Avec une massification effectivement des marchés dont on prend bien la mesure avec et les voilà, exemples qui viennent comment de on vous passe de donner. 2 millions à 30 millions et bientôt à peut-être quelques milliards d'objets qui vont tourner avec les logiciels de MicroEdge, de même qu'on a aujourd'hui des dizaines de millions d'objets, de smartphones qui tournent avec Android. Donc c'est vraiment ça qu'on veut répliquer à une autre échelle. Dernière question, Fred Riva. Est-ce qu'il y a maintenant des concurrents aussi efficaces que vous sur ce marché mondial ou est-ce que vous avez pris une vraie longueur d'avance définitive? C'est jamais définitif de toute façon, mais... Oui, alors on a des concurrents qui sont plutôt les gens internes à les entreprises, plutôt des freins, puisque nous, on vient modifier le process de production. Parce que les geeks internes aux entreprises n'apprécient généralement que très modérément. Voilà. Par contre, les managers, les marketeurs et les directeurs des entreprises comme les fabricants d'électroménagers, les gros électroménagers par exemple, ils comprennent très très bien qu'ils vont pouvoir mieux cibler, plus vite, mettre de l'innovation plus rapidement sur les marchés. Et là, les enjeux sont... ils comprennent très bien. Donc en fait, notre challenge, c'est effectivement d'adresser les gros équipementiers, les gros fabricants d'appareils dans le wearable, dans les gros électroménagers, dans le médical. Et là, on n'a pas vraiment de concurrence. Tant mieux, pourvu que ça dure. C'est plutôt assez gratifiant en ce moment. J'imagine. On a c'est gratifiant pour les équipes. Merci à tous les deux. Merci infiniment. Merci beaucoup et de nous bon avoir vent. reçus. Merci, Philippe. Bien évidemment, bon vent à MicroEdge. Quant à nous, on attaque avec un nouveau parcours d'investisseur. BFM Business, l'entreprise BFM. Mon parcours d'investisseur. Un investisseur ce week-end qu'on a déjà reçu il y a quelques temps, mais on avait envie de mieux comprendre encore ce que fait son fonds, le fonds Ardian, puisqu'on a le plaisir d'accueillir Dominique Gaillard, qui est membre du comité exécutif et responsable des fonds directs d'Ardian, Arnaud. Alors Ardian, je le rappelle, c'est un poids lourd du capital investissement en France, créé il y a un peu plus de 20 ans, dirigé par Dominique Sénéquier. Cette société indépendante gère la bagatelle de 62 milliards de dollars d'actifs. J'ai toujours besoin de vérifier effectivement ce chiffre massif. Ça change tous les jours. Ça change tous les jours de surcroît, sur 3 continents pour faire court, Europe, Amérique du Nord et Asie, avec une douzaine de bureaux qui offrent à ces quelques 600 investisseurs une très large palette de fonds qui couvrent en fait toute la classe d'actifs, pour faire très court. Alors Dominique, racontez-nous, Ardian, c'est une passion pour vous en plus, vous y faites des choses formidables. Ça fonctionne comment Ardian et quelle est votre caractéristique? Comment est-ce qu'on arrive à des chiffres pareils en fait? Je crois que c'est lié au fait que dès le début dès la création, vous disiez qu'on a à peu près 20 ans, on est maintenant actionnaires majoritaires, les salariés. Je crois qu'il y a à peu près 80% des salariés d'Ardian. On est 450 salariés d'Ardian qui sont au capital et qui détiennent un peu plus de 55% du capital. Le reste étant entre les mains de qui? Sur des fonds d'investisseurs institutionnels. Et AXA, qui était notre ancien actionnaire, a gardé 10%. D'accord. Et en fait, dès le début, dès 97, quand je suis arrivé, on a décidé petit à petit de couvrir tout le spectre du private equity. Vous le disiez, on est vraiment sur toutes les classes d'actifs et ça nous a permis de nous développer assez vite parce que pour autant que les performances de chacun des fonds que nous levons sont bonnes, évidemment c'est le b.a.-ba, eh bien on arrive à convaincre plus facilement des investisseurs qui sont déjà dans une de nos expertises de revenir plus facilement dans la deuxième, dans la troisième. Et donc ça a été certainement un accélérateur de notre capacité à lever de l'argent qui est quand même le nerf de la guerre pour vous bien investir ensuite. On enlève tous les combien quand on est un fonds comme vous finalement C'est régulier? Écoutez, je vais vous dire un chiffre qui va vous étonner peut-être. C'est en 2016, l'année dernière, on avait 10 fonds en cours de levée. Waouh! Donc c'est une... Simultanée quasiment. Voilà, simultanément. Alors c'est une machine de guerre. Militaire, de guerre. C'est ça. On a 40 personnes chez nous qui ne font que de la levée de fonds. Elles nous aident à lever les fonds et on leur impose de commercialiser un fonds entre telle date et telle date. Et puis après, c'est le fonds suivant qui passe. Donc c'est effectivement quelque chose d'assez
organisé. Il y en a en permanence. Donc. Il y en a en permanence. C'est ça qui est impressionnant, effectivement, pour les observateurs que nous sommes, c'est la diversité, la largeur là, de votre ligne de front. Parce qu'effectivement, un certain nombre de vos homologues revendiquent une polyvalence. Mais vous, quand ensuite on regarde la liste, effectivement, de ces différentes classes d'actifs, on voit que la polyvalence est vraiment là. Ça suppose, j'imagine, une vraie pression en termes de gestion des talents, en termes de gestion également des priorités. Comment est-ce qu'on s'en sort ? D'abord, j'avais l'habitude de dire, je devrais arrêter de le dire, mais qu'on était la Samaritaine du private equity, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui avait un projet de financement, peut-être moins à l'ordre du jour aujourd'hui, mais pour quelqu'un qui a un projet de financement, il doit pouvoir trouver chez nous un fonds et une équipe dédiée pour le stade de développement dans lequel il est. Donc on a des fonds de croissance, des fonds de bas et haute, de petite taille, de moyenne taille, de grande taille, des fonds de co-investissement, des fonds d'infrastructure, maintenant des fonds de real estate. Et puis on est leader mondiaux dans les fonds de fonds secondaires. Qu'est-ce que c'est qu'un fonds de fonds pour nos amis qui découvrent le private equity ? C'est un fonds qui investit dans des fonds. D'accord. Et secondaire parce que c'est un marché qui, il y a 20 ans, avait zéro liquidité. Quand vous étiez investisseur dans un fonds, grosso modo, vous étiez collé pendant 10 ans dans le fonds. Donc il valait mieux que le fonds ait des bonnes performances, sinon vous avez que vos yeux pour pleurer. Depuis 97-98, certains acteurs sont apparus, dont nous, qui sommes leaders sur le marché, pour apporter de la liquidité à un marché qui n'en avait pas du tout. Donc maintenant, vous êtes investisseur institutionnel dans un fonds, vous avez la possibilité de vendre ses participations dans des fonds à des acteurs comme nous. Et avec tout ça, avec toute cette polyvalence, alors on a compris, vous ne voulez pas vous fixer de priorité en ce qui concerne effectivement les classes d'actifs. Mais les entreprises que vous recherchez, est-ce qu'il y a un certain nombre d'invariants, d'un fonds à l'autre, d'un domaine à l'autre ? Qu'est-ce qu'il faut comme type d'ADN pour réussir à clignoter là, sur le radar d'Ardian ? Ou l'un des nombreux radars d'Ardian ? Je vais enfoncer une porte ouverte. Pour nous, mais je l'avais dit quand j'étais venu avec le patron de FIB, pour nous, la qualité des managers était absolument essentielle. Je me fiche d'investir dans un secteur dont les caractéristiques ne sont pas très bonnes. Et puis avec l'exemple de Frédéric Sanchez, on l'avait compris, effectivement. Voilà. Vous pensez qu'un homme, même sur un marché difficile, peut faire la différence ? Plus que l'inverse. Un mauvais manager sur un bon secteur, là, on ne parierait pas dessus. Donc oui, c'est vraiment important. Et puis, on a cette volonté, et grâce à nos 12 bureaux en particulier, d'aider ces leaders français, ces managers français de qualité, ou allemands, ou italiens, à se développer dans d'autres géographies et à devenir des leaders mondiaux. Dominique Gaillard, est-ce que c'est vous qui observez, passez au radar des secteurs des entreprises, ou est-ce que globalement, ce sont les entrepreneurs qui viennent vers vous ? Dans quel sens ça se passe ? Le marché du private equity est un marché qui est devenu éminemment compétitif. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous attendez qu'une banque d'affaires vous envoie le mandat, le book sur une société qui est à vendre. Mais à ce moment-là, vous êtes très passif. Recevant et passif. Soit vous pouvez identifier des secteurs qui vous plaisent et après des équipes de management et des sociétés qui vous plaisent. Vous avez des équipes qui repèrent. Une approche très proactive de notre dossier. Le dernier dossier qu'on a fait, qui est un dossier qui est annoncé la semaine dernière, on a une négociation de gré à gré avec Dominique Louis, le patron d'Assystem. On lui a racheté la moitié de son business. Un système, c'est de la recherche externalisée. Eh bien, on a racheté la division qui s'occupe de la recherche externalisée pour l'infrastructure et l'énergie. Voilà. Et c'était une démarche volontariste de notre part d'approcher des acteurs dans ce domaine. Et ça a marché avec Dominique Louis et son équipe. Dominique, c'est vrai que depuis qu'on fait cette émission Entreprises et Capital, on a beaucoup ce discours de la qualité des hommes côté entrepreneur. On a moins parlé de la qualité des hommes côté investisseurs. Or, 450 personnes, j'imagine qu'eux aussi font la différence dans leur capacité à la fois à repérer, à accompagner, à prendre les bonnes décisions, les bons choix, à refuser certains dossiers, à en prendre d'autres. Comment vous, patron, quels critères privilégiez-vous quand vous embauchez vos équipes ? Je pense que pour moi, un bon investisseur, c'est un investisseur qui est un peu chef d'orchestre. Parce que quand vous achetez une société, au moment où vous négociez son rachat, il faut que vous négociez avec le vendeur, négocier avec l'équipe de management, négocier avec les banques, piloter des audits stratégiques, comptables, juridiques. Et donc, il faut que ces gens-là, de nos équipes, aient la capacité de piloter tout ça pendant une période courte et après de plonger, de prendre la décision d'investissement. Il faut aussi que ce soit des gens très courageux, parce que malheureusement, l'investissement, c'est pas toujours très bosseur. Et puis l'investissement, c'est pas toujours une vallée de roses. Et quelquefois, il faut prendre des décisions difficiles dans les entreprises que Merci beaucoup, Dominique Gaillard. Je rappelle que vous êtes membre du comité exécutif, responsable des fonds directs d'Ardian. Merci. BFM Business, l'entreprise BFM. Le mode d'emploi. Le mode d'emploi, c'est tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur votre levée de fonds sans parfois toujours oser le demander, avec un expert chaque semaine. Et on a la chance d'avoir Bruno Cavalier, associé
avocat associé au cabinet Racine, Arnaud. Effectivement. Alors Bruno Cavalier, bonjour. Bonjour. L'homme de droit que vous êtes, il travaille dans cette problématique, effectivement vaste problématique des rapports entre investisseurs et entrepreneurs. En fait, sur la formalisation en particulier de l'accord entre l'entrepreneur et son ou ses investisseurs, avec un concept qui vous est cher, c'est l'alignement des intérêts, dites-vous, qui suppose de ne pas s'arrêter à la levée. Alors expliquez-nous un petit peu ce que ça veut dire tout cela. Là, je parle avec mon grand âge, ou en tout cas avec l'expérience que m'a donné mon grand âge. Quand je regarde avec un peu de recul, comme je le disais à l'instant, ce qui se passe sur les investissements qui ont réussi et ceux qui n'ont pas réussi, il y a une sorte de constance que Dominique Gaillard, d'ailleurs, a effleurée il y a un instant, qui est celle de l'alignement des intérêts. Vous avez évidemment deux catégories d'aventures. Celles où tout se passe fort bien, merveilleusement bien dans une vallée de roses, celles qui vont moins bien. Chaque fois que ça va un peu moins bien, il y a deux catégories pour moi. On a un tour de table avec un parfait alignement des intérêts entre les investisseurs et les fondateurs ou les managers. Et dans ce cas-là, généralement, on trouve les solutions. Soit il y a une divergence d'intérêts, et d'expérience, encore une fois, la divergence d'intérêts s'exprime toujours au détriment du projet. Donc l'objectif, au moment de la levée des fonds, c'est de vérifier qu'il y a un parfait alignement des intérêts, à plusieurs niveaux d'ailleurs, on peut y revenir dans un instant si vous le souhaitez, entre les différents acteurs du projet, c'est-à-dire les managers, les fondateurs, les banques, les investisseurs, et au sein des investisseurs, s'il y a plusieurs fonds, les différents fonds d'investissement. Le Love Money qui est généralement assez bienveillant, donc ce n'est pas de lui que viennent souvent les problèmes. Mais aussi, je ne sais pas, les family office qui sont autour de la table, qui ont une logique d'investissement un peu différente des fonds d'investissement, ou les industriels qui participent au projet, sans d'ailleurs oublier pour autant les conflits d'intérêts qui peuvent exister avec certains clients. Donc il faut avoir une espèce de perspective globale du projet, en ayant bien en ligne de mire dès l'origine cette espèce de convergence d'intérêts qui favorisera le succès, et en tout cas qui permettra de surmonter plus facilement les échecs ou les difficultés. Très concrètement, puisque c'est l'esprit de cette rubrique mode d'emploi, y a-t-il en particulier des points sur lesquels il faut être particulièrement vigilant ? Déjà, on le disait il y a un instant, il n'est de richesse que d'hommes. C'est vrai pour les managers, c'est vrai pour les investisseurs. Je pense que l'attention que le fondateur, le manager doit porter à l'homme qu'est l'investisseur est pour moi absolument fondamentale. Après, derrière, il faut ne pas se contenter d'aller chercher des euros ou des dollars. Il faut chercher autre chose. Il faut chercher du savoir-faire, il faut chercher de l'entre-gens, des relations. Si on devait faire un parallèle, il est évident qu'un artiste peintre qui vend la même toile au même prix à Jacques Dupont, Albert Durand ou François Pinault ne fait pas exactement la même chose et ne se lance pas dans la même perspective pour la suite de sa carrière. C'est exactement pareil au moment de la levée de fonds. Il faut que celui qui participe à cette levée de fonds, qu'il en soit le chef d'orchestre ou le promoteur initial en tant que manager, veille à cela, c'est-à-dire à ne pas chercher que des euros et que des dollars. Et au-delà de cette vigilance dès le départ, y a-t-il des clauses en particulier qui permettent de verrouiller cet alignement des intérêts ? Les clauses sont innombrables, c'est ce qui nous fait vivre. La première d'entre elles, évidemment, le mérite de la franchise, on est vraiment dans le concret. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement elles sont innombrables, mais les variantes elles-mêmes sont innombrables au sein de chacune de ces clauses. Non, les premières concernent évidemment le momentum de sortie, le rythme des levées, le fait qu'il puisse y avoir donc des ouvertures de capital, les droits de veto, qui doivent d'ailleurs, à mon avis, ne pas être subis comme des contraintes, mais plutôt comme des moments toujours appréciables de partager l'information et de discuter. Je crois farouchement à l'intérêt de la discussion, au mérite de l'écoute et au fait, plus fondamentalement d'ailleurs, que celui qui décide n'est finalement pas forcément le chef entre les mains duquel les pouvoirs ont été déposés, mais plutôt celui qui convainc les autres. Et ça, les managers ne doivent jamais l'oublier. Et en 20 secondes, pour terminer cette séquence, notre question, même 10 secondes, une fois le deal conclu, si vous n'aviez qu'un conseil ou une mise en garde à partager sur la meilleure manière de travailler avec son investisseur ? Ne pas fêter le deal, parce que c'est maintenant que ça commence. Et on ne fête pas le départ d'une course, on fête l'arrivée de la course, pas le début. Merci beaucoup Bruno Cavalier, je rappelle que vous êtes avocat associé au cabinet Racine. C'est la fin de cette édition d'Entreprise et Capital, on se retrouve le week-end prochain bien évidemment. Quant à nous, vous pouvez bien sûr nous retrouver aussi en multidiffusion le dimanche à 22h et le mardi à 14h. Bonne fin de week-end à tous, à très vite, ciao. BFM Business, l'entreprise BFM. L'émission qui donne envie d'entreprendre.